Alors, nous voilà rendus au prochain panel sur la fiscalité corporative. Alors, dans l'ordre, Jean-François, Julie et Hélène Nathalie. Vous avez compris le principe, un petit 15 minutes de partie. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Le premier élément, évidemment, quand on parle de fiscalité corporative, la première chose, c'est les taux d'impôt. Donc, si on regarde l'évolution, si on part à partir de 1970, le taux d'impôt corporatif était à 53 %. Et ensuite, il a commencé sa descente. De 86 à 91, il a atteint 35 %, puis depuis 2020 à 26,5 %. Donc, cette baisse-là progressive des taux d'impôt corporatifs, c'est sûr que ça a une incidence sur un paquet d'éléments. Le premier élément, on peut penser évidemment au taux d'imposition des dividendes, qui est corrélé de façon, lorsque les taux d'impôt corporatifs baissent, évidemment, le taux d'impôt sur les dividendes augmente. Et ça a un paquet d'instances pour nos sociétés privées, dont, entre autres, lorsqu'on a déterminé le mix rémunération, salaire, dividende, il a évolué au fil des années. Moi, quand j'ai commencé ma pratique en 1994, il était fréquent qu'on déclarait un boni à l'actionnaire lorsque la société réalisait un profit en haut de la DPE, donc même qui était à 200 000 à l'époque. Donc, même si l'actionnaire n'avait pas besoin de fonds, compte tenu des taux d'impôt corporatifs et de la fiscalité qui se rapportait lorsqu'on sortait les sommes au niveau de l'actionnaire, il était plus rentable de déclarer un boni, donc de ramener le revenu à 200 000, et ça même si l'actionnaire n'avait pas besoin de fonds personnellement. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, avec un taux à 26,5 et même plus bas si la société a le droit à DPE, lorsque l'actionnaire n'a pas besoin de fonds, on laisse les sommes s'accumuler dans la société. Au niveau de la baisse donc des taux d'impôt corporatif, une autre instance, c'est dans le cadre transactionnel. Donc souvent, lorsqu'on a hésité entre une transaction achat d'actions, achat d'actifs, un des premiers éléments qu'on calcule, c'est de dire, j'ai une base fiscale, donc c'est quoi la valeur de cette base fiscale-là, puis on actualise les économies d'impôt dues à l'allocation du coût en capital. C'est sûr que lorsque mon taux d'impôt est à 53 %, ma base fiscale a plus de valeur que lorsque les taux d'impôt se retrouvent à 26,5 %. Un autre élément, comme on mentionne tantôt, le rapport d'impôt dû à l'incorporation. Donc, on a parlé beaucoup au fil des années des professionnels qui se sont incorporés. C'est sûr qu'avec un taux d'impôt corporatif à 53, peu intéressant de transférer des revenus dans une société, alors que lorsqu'il est à 26 ou même plus bas à cause de la DPE, là, il y a un avantage à l'incorporation dû au rapport d'impôt. En plus de la baisse des taux d'impôt corporatif, il y a eu un élément important, c'est à un moment donné, il y avait la taxe sur le capital. Donc, lorsqu'on faisait de la planification au niveau corporatif, l'élément taxe sur le capital pour les sociétés qui avaient un lourd endettement ou des capitaux importants, c'était une planification standard qu'on regardait comment réduire la taxe sur le capital, mais cela a été aboli là, progressivement à compter de 2007 à 2011. Donc ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, en 1980, est apparu le paragraphe 55.2. Donc, évidemment, qui vise à éviter la conversion de gains en capital en dividendes déductibles à 112. Puis avec l'arrivée du paragraphe 55.2, il est arrivé le calcul de revenus protégés, les règles de Robertson et toutes les décisions qui sont venues interpréter le concept de revenus gagnés. Aussi les réorganisations papillons qui ont évolué au fil des années et qui est venu à un moment donné certaines restrictions par rapport aux transactions papillons. Puis le paragraphe 55.2, il reste un incontournable là, dans les réorganisations corporatives, puis d'autant plus qu'en 2015, lorsqu'on est venu élargir son application, à chaque fois qu'il y a un dividende qui est versé à une société, puis que c'est un montant important, on a à se questionner, est-ce que le paragraphe 55.2 s'applique ou ne s'applique pas? Donc, je pense que c'est un changement important qui est arrivé dans la loi. Puis le dernier changement, rapidement, on a parlé de déduction pour gain en capital tout à l'heure, mais lorsqu'on regarde la fiscalité corporative puis au niveau des actionnaires, c'est sûr que dans le cadre transactionnel, d'accéder à la déduction pour gain en capital, ça reste un élément clé dans la planification, la mise sur pied de fiducie dans le but de multiplier la déduction pour gain en capital, 84.1, l'iniquité entre un transfert en faveur d'un membre de la famille versus un tiers. Donc, ça reste, je pense, un changement important. Donc, c'était 3 changements, Luc. Merci, merci. Allez, Julie. Je vais mettre ça comme ça. Vous m'entendez? On m'a demandé aujourd'hui de vous parler de la fiscalité internationale, ma préférée, avec ses millions de changements depuis les 50 dernières années. Je vais commencer rapidement par vous parler de la réforme de 72, parce que tout part de là, les balbutiements, les débuts du régime des sociétés étrangères affiliées.
avec le concept de société étrangère affiliée, de FAPI, ou en français, revenu étranger accumulé tiré de biens, les comptes de surplus exonérés et imposables. Donc, ces règles-là ont été proposées aussi loin qu'en 72. C'est quand même incroyable quand on y pense avec tout ce que ça représente et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, ont été proposées, commentées, modifiées pour venir finalement en vigueur en 76. Après 76, des tonnes de changements encore, une évolution constante des règles. En 95, un gros coup encore avec l'élargissement de la notion de revenu étranger accumulé tiré de biens pour aller chercher, taxer sur une base courante les revenus de sociétés étrangères affiliées de type passif. On élargissait les activités visées. 97, je ne pouvais pas ne pas parler de l'introduction des règles modernes de prix de transfert. On passait du principe de l'établissement des prix entre personnes liées avec le principe de la raisonnabilité vers le principe de la pleine concurrence. Gros changement. On appelait ça les règles modernes de prix de transfert, mais là, vous savez que ça fait quelques jours que le département des Finances a annoncé qu'on tombe en consultation pour la réforme des règles canadiennes de prix de transfert. Donc, on veut les moderniser, nos règles modernes. Donc, ils n'étaient pas assez modernes en 97. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Il faut les fournir avant la fin juillet. Le département des Finances tente de répondre un petit peu à l'arrêt de la Cour fédérale d'appel de Cameco et de délimiter, expliquer, préciser mieux un principe aussi gris que celui de la pleine concurrence. 2007, j'en parlerai pas longtemps, mais ça a eu un gros impact. Moi, je travaillais en fiscalité internationale à cette époque-là, puis le 5e protocole, l'amendement à la Convention Canada-US a fait beaucoup jaser, beaucoup écrire, beaucoup de changements importants dans la Convention, dont notamment tout le revampage de la clause LOB puis la possibilité pour le Canada de s'en servir, parce qu'avant, c'était juste les Américains qui pouvaient s'en servir pour refuser les bénéfices du traité aux résidents canadiens. Donc, un gros pas. L'implantation aussi des procédures d'arbitrage pour désengorger, faire avancer les autorités compétentes et les forcer à aller en arbitrage si ça n'allait pas assez vite. 2 exemples parmi d'autres. Il y a aussi la notion de service PE, donc l'établissement stable créé du fait qu'on rend des services dans l'autre État pour une période de plus de 183 jours pour plus de 183 jours sur une période de 12 mois. Gros changement aussi dans la Convention. Quoi d'autre que j'ai mis? 2011. Introduction de nouvelles règles, encore raffinement du régime des sociétés étrangères affiliées avec les concepts de surplus, mais aussi introduction de nouvelles règles, les règles sur les prêts en amont. C'est quoi ces règles-là? Je ne sais pas si vous en rappelez, vous les utilisez probablement pas mal, vous autres aussi, mais toutes des règles qui font en sorte de désinciter les sociétés étrangères à prêter au Canada au lieu de verser un dividende, quand le dividende, lui, aurait été en partie imposable au Canada. Donc, on vient intégrer ces règles-là pour éviter ces abus-là. Les règles j'ai toujours de la difficulté en français, les opérations de transfert entre de sociétés étrangères affiliées, les FAD rules, les FAD rules en anglais. Bien, des règles aussi qui venaient prévenir des abus dans un contexte plus de sociétés mères étrangères avec filiales canadiennes. On devenait une juridiction holding, le Canada, intéressante pour les pays étrangers. Donc, on transférait les filiales étrangères du groupe multinational étranger sous le Canada pour endetter le Canada, permettre une déduction fiscale au niveau des intérêts, gruger l'assiette fiscale, et puis tout en déclenchant pas beaucoup de revenus imposables. Les sociétés étrangères sous le Canada versaient des dividendes, des surplus exonérés au Canada. Donc, des beaux changements en 2011. Puis, je peux pas ne pas parler, et là, je ne sais pas si Lynn veut en parler, mais de BEPS, bien entendu. Bing, bang, boom, 2013, BEPS, avec ses 15 actions à la demande du G20. Je veux dire, c'est la réforme majeure en fiscalité internationale, incroyable
qu'on ait pu implanter ça. Lynn va en parler, oui, un tout à petit peu l'heure. tout à l'heure, mais j'étais encore sous le choc, tu sais. Ça fait quand même une couple d'années. Merci. On est maintenant rendu à Hélène Nathalie. Puisqu'on est proche du cocktail, moi, je vais faire ça debout. Parfait, c'est bon. OK, ça, est-ce que ça... Génial. Donc, moi, je vais vous entretenir sur la ligne du temps pour les incitatifs fiscaux. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc je vais tenter de contenir ça en 4 minutes. 1983, que je vous présente. Avant 83, tout ce qui est les outils fiscaux pour stimuler les investissements en R&D, ça date de 1944, à l'époque du Plessis. Alors, évidemment, on parle de 50 ans. 83, la différence, c'est qu'avant 83, c'était une déduction, une super déduction. J'ai une dépense de 100 $, j'ai une déduction de 150. À partir de 1983, c'est le crédit d'impôt qu'on connaît aujourd'hui au fédéral. Crédit d'impôt qui, à ce moment-là, a été instauré dans le budget fédéral où un crédit d'impôt remboursable peut être admissible pour des PME. C'est à ce moment-là aussi qu'on a... Il faut que tu approches ton micro. C'est le défi de... Okay. C'est à ce moment-là aussi où l'équipe à l'ARC se sont dotés d'une équipe de scientifiques pour tenter de faire les vérifications. C'est à ce moment-là aussi qu'on a rajouté le DE à la RS, parce qu'auparavant, c'était recherche scientifique. En 83, on a ajouté développement expérimental. Alors, également, la naissance du formulaire T661, 1983. Alors, c'est une année quand même assez importante, charnière. Et au niveau du Québec, ce qui est intéressant, c'est que le Québec, au même moment, a instauré un crédit d'impôt qui, lui, ils ont décidé unilatéralement qu'il était remboursable, et ce, en tout temps. Maintenant, on se dirige fiscalité québécoise en 1996. Alors, je vous rappelle, 1995, il y a un référendum. Alors, gouvernement Parti québécois, 96, Bernard Landry, feu Bernard Landry, crédit de la nouvelle économie. Mais dans un premier temps, en 1996, c'est l'instauration du crédit d'impôt pour la production de cette multimédia qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le Québec est reconnu comme étant une plaque tournante de l'industrie du jeu vidéo. Alors, ce crédit-là niche est instauré en 1996 et s'en est suivi une panoplie, je dirais, une kyrielle de crédits d'impôt remboursables pour les crédits de la nouvelle économie. En bref, c'était, je veux créer une activité économique pour revamper certains quartiers, notamment le quartier Saint-Roch à Québec, qui n'était pas très chic à l'époque, et Griffintown, maintenant qu'on connaît. On va faire des zones, on va donner des crédits d'impôt pour ces entreprises-là, et ça va être merveilleux, ça va être un boost pour l'économie. Alors, c'est 1996 à 2000. 2003, maintenant, on met la hache dans tout ça. En 2003, c'est une période où, à ce moment-là, c'est un parti libéral et on décide que tous ces crédits-là, il y a beaucoup de critiques dans les journaux et tout, et on constate que c'est non efficace. Alors, on dit, on arrête tout ça, on abolit ces crédits d'impôt-là, il y a un moratoire et jusqu'à 2013, vous allez pouvoir vous en prévaloir, mais après, c'est terminé. Ensuite, en 2008, qu'est-ce qui s'est ensuivi? Il s'en est ensuivi qu'il y a eu une commission Robert Gagné, auquel M. Luc Godbout, ici, à ma droite, a participé. Et cette commission-là, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'ils ont dit les crédits de la nouvelle économie, ce n'est pas efficace pour avoir une productivité pour la province. Et ce serait mieux, par contre, il faut poursuivre le virage numérique. On va instaurer le CDAE. Et là, le crédit d'impôt pour le développement électronique a pris jour. Et c'est le crédit que l'on connaît aujourd'hui qui était temporaire, mais évidemment qui est permanent aujourd'hui. Et c'est le crédit d'impôt qui octroyait des entreprises en technologie de l'information pour qu'elles puissent développer des solutions technologiques qui sont vendues à des entreprises pour qu'elles soient plus innovantes. Après 2008, on se retrouve en 2012. 2012, rapidement, pour nous, en incitatifs fiscaux, c'est la grande noirceur. En 2012, c'est le budget Flaherty où, suite à Jenkins, qui est une autre consultation, il y a des coupures extrêmement importantes qui sont annoncées au niveau du programme de crédit d'impôt à la RSCDE fédérale. Les dépenses en capital ne sont plus admissibles à la RSCDE, la location non plus. Le montant de remplacement diminue de 65 à 55 %. Le taux de base qui est 20 % baisse à 15 %. Donc, c'est vraiment des changements extrêmement importants qui font en sorte que l'aide fiscale pour la RSCDE, à partir de ces changements-là, était applicable en 2014, ça a drastiquement chuté. Ensuite, on se dirige... Et 2012, c'est le printemps érable.
Vous vous souvenez, les casseroles? 2012, c'est le printemps érable et ça fait en sorte qu'on a eu un gouvernement libéral, Parti québécois pour 18 mois et ensuite on est tombé 2014. Encore là, les budgets de juin, moi je les crains toujours. C'est toujours comme il y a souvent des modifications paramétriques extrêmement importantes. 2014, modifications extrêmement importantes. En juin 2014, on est venu couper les crédits d'impôt de 20 paramétrique, parce qu'on a dit on coupe tout de 20 tous les crédits d'impôt remboursables au Québec. Et en décembre, on a dit, bon, on va rajouter une autre mesure qui fait en sorte que les entreprises qui font des réclamations R&D, le premier 50 000 pour les PME ne donnera droit à 0 dépenses et 225 000 pour les grandes entreprises. Prochaine, pour terminer. Donc, 2020, on est plus près de maintenant. Je vous présente seulement 2 mesures rapidement. Crédit d'impôt C3I. C'est juste pour vous dire qu'au niveau du Québec, maintenant, avec la CAQ et le nouveau gouvernement, c'est plus des aides fiscales qui sont ciblées en lien avec des investissements en capital. Oui, encore les crédits d'impôt R&D, CDAE, etc., mais on migre plus vers un modèle différent, notamment refonte du patent box, c'est la déduction incitative pour la commercialisation des innovations, qui fait en sorte qu'on veut aider les entreprises québécoises à commercialiser leur innovation. Et pour ça, on donne une déduction fiscale. Alors, ça fait le tour. Parfait. Merci. Vous avez un petit peu dépassé votre temps, mais Jean-François, je vais avoir l'air de faire du favoritisme. Jean-François semble l'avoir un petit peu plus respecté. Puis, on a fait notre maîtrise ensemble. Puis, on a écouté le budget du 22 février 1994. Il y en a qui peuvent se rappeler de la date. Thierry ne semble pas s'en rappeler, mais pour les autres, on semble s'en rappeler. As-tu quelque chose à dire? En fait, oui. J'ai commencé à travailler en 1994, évidemment, après la maîtrise. Puis, la première saison d'impôt, Jean-François, on va te mettre sur les choix du 22 février 1994, OK? Et là, on avait pricé ça. Chaque consultation, on vendait ça 350 $, OK? Et donc, on rencontrait le client, puis ensuite, on regardait des biens, puis on analysait ça. Puis j'en ai fait à peu près une centaine durant la saison d'impôt. Fait qu'en 1 mois, j'avais payé mon salaire. C'est là que j'ai compris que les changements fiscaux, c'est payant. Et on aime ça. C'est bon. Merci à vous 3.